Je m'appelle Maristela Fernandez, j'ai 72 ans et je vis à Bonfimdoul, un village si petit qu'il apparaît à peine sur les cartes. Qui aurait pu imaginer que moi, une vieille femme aux cheveux grisonnants et aux mains marquées par le dur labeur dans les champs, deviendrais le centre d'attention de cette ville? Je n'ai jamais été du genre à faire des vagues, vous comprenez? J'ai toujours été discrète, m'occupant de ma vie quotidienne. Cela jusqu'à ce jour fatidique. C'est arrivé un après-midi ensoleillé d'octobre, avec un ciel aussi dégagé que le linge étendu sur le fil, lorsque j'ai reçu une nouvelle qui semblait plus une invention qu'une réalité. À 61 ans, j'étais enceinte. Le docteur Admar, me regardant par-dessus ses grosses lunettes, m'a dit d'une voix hésitante: « Doña Maristela, vous attendez un bébé. » Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Mes jambes sont devenues molles comme de la purée. J'ai pensé pour moi-même, ou bien ce médecin est sénile à l'envers. Comment était-ce possible? Une femme de mon âge croyait que tout en elle était desséché depuis longtemps, et incroyablement, j'attendais un enfant à 61 ans d'un homme de 30 ans plus jeune que moi. Cela, dans une ville où les murs ont des oreilles et les fenêtres des yeux. Le scandale a éclaté. Les ragots se sont répandus à la vitesse du savon dans l'eau bouillante. Cette vieille est devenue folle, commentaient certains. C'est un piège pour retenir un homme plus jeune, spéculaient d'autres. Il y en a qui m'ont dit sans détour que c'était une punition divine. Une punition pourquoi? Pour m'être permis de redécouvrir l'amour. Sandro, le père de l'enfant, gagnait sa vie en faisant de petits travaux dans les maisons. Il est arrivé en ville avec un sac à dos sur les épaules et un sourire qui semblait irradier de la lumière. Quand il a frappé à ma porte en m'offrant ses services pour réparer le toit, je n'aurais jamais imaginé qu'il allait en réalité réparer mon cœur, qui était resté brisé depuis si longtemps dans la solitude. Mes filles, qui vivaient loin et me rendaient rarement visite, sont soudainement apparues pour me donner des leçons de morale. Solan, l'aînée, a pleuré abondamment au point de presque inonder le salon. Patricia, la plus jeune, m'a accusée d'irresponsabilité. Elle a affirmé que je faisais honte à la famille, comme si l'amour et la nouvelle vie étaient des sujets de moquerie. Cependant, le pire fut le regard des gens dans la rue. Les femmes qui auparavant venaient chez moi pour prendre un café ont cessé de venir. À l'église, le banc où je m'asseyais a commencé à se vider de chaque côté. C'était comme si j'avais contracté une maladie contagieuse, mais ce n'était pas une maladie, c'était la vie qui fleurissait dans mon ventre. Durant ces premiers jours, je me réfugiais dans la salle de bain pour pleurer en secret, afin que personne ne remarque ma fragilité. Je priais Dieu de me donner force et discernement, car au milieu de toute cette confusion, une certitude m'envahissait avec clarté. Cet enfant était un cadeau, non une punition. Et je l'aimerais et le protégerais de toutes mes forces, indépendamment de ce que les gens pourraient dire. Et c'est ainsi que moi, Maristela Fernandez, suis devenue le sujet favori de Bonfimdoul, la vieille folle qui est tombée enceinte à 61 ans. Mais ce que personne ne soupçonnait, c'est que ce n'était que le prologue d'une histoire qui allait transformer non seulement mon existence, mais aussi celle de nombreux habitants de cette ville, car les desseins de Dieu sont mystérieux et surprenants, et ce qui a commencé comme une honte s'est terminé en plus grand miracle que cette terre ait jamais connu. Bonfim est si petit que si quelqu'un éternue à l'entrée, on entend un « à tes souhaits » à la sortie, un endroit où tout le monde connaît la vie de tout le monde. Je connais le nom du chien d'eux. Je connais le nom du chien de mon voisin et même la marque du médicament que Monsieur Joachim prend pour contrôler sa tension artérielle. C'est un endroit chaleureux avec une place centrale où les dames âgées se réunissent pour partager des histoires et les hommes âgés jouent au domino à l'ombre d'un vieux manguier, dont on raconte qu'il fut planté par le premier habitant de la région. C'est dans cette terre que je suis née et grandi. C'est ici que je me suis mariée avec Tonino, qui est décédé il y a 15 ans. C'était un homme bon, travailleur, mais très réservé. Il est mort subitement, victime d'une crise cardiaque alors qu'il réparait la clôture du fond. Depuis, je vivais seule dans cette maison spacieuse aux fenêtres bleues et à la porte en bois, en compagnie de mes poules, mes plantes et mes souvenirs. Mes filles, Solange et Patricia, ont déménagé à Sao Paulo il y a longtemps. Elles appelaient de temps en temps et envoyaient des cadeaux à Noël et parfois à Pâques. Solange est dentiste, mariée à un ingénieur, et a 2 enfants qui ne me connaissent pratiquement pas. Patricia travaille dans l'informatique dans un domaine que je ne saurais expliquer précisément. Elle affirme avoir décidé de ne pas avoir d'enfants parce que le monde est trop compliqué. Toutes 2 vivent à 100 à l'heure, toujours trop occupées pour venir me voir. Je m'étais habituée à la solitude. J'avais mes amis de l'église, le club de couture qui se réunissait les mercredis chez Doña Lourdes, et le potager que je cultivais avec beaucoup de soin.
De temps en temps, j'allais chez ma commère Sefa pour prendre un café et me tenir au courant des nouvelles du village, qui étaient presque toujours les mêmes. Qui s'était marié? Qui s'était séparé? Qui devait de l'argent à l'épicerie de Don Gérald? C'est un lundi nuageux de septembre que ma vie a pris un nouveau tournant. La nuit précédente, il avait plu à torrent et mon toit, déjà abîmé, s'était mis à fuir à 3 endroits différents de la maison. L'eau tombait dans les casseroles que j'avais disposées sur le sol, produisant ce bruit de gouttes d'eau qui empêche quiconque de dormir. J'ai décidé d'aller au marché hebdomadaire à la recherche de quelqu'un qui pourrait réparer mon toit. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Sandro, grand, à la peau bronzée par le soleil, les bras musclés d'un homme habitué aux travaux lourds, et un sourire timide qui se dessinait lentement sur son visage. Il portait une échelle sur le dos et une boîte à outils à la main. Une pancarte simple annonçait « Je fais tout type de travaux. Maçon, plombier, électricien. » Il n'était pas d'ici. On le remarquait à son accent différent lorsqu'il s'adressa à moi. « Bonjour madame, avez-vous besoin d'un service ?» Et moi, qui ne suis pas très bavarde avec les inconnus, je me suis retrouvée à lui raconter mon histoire de toit, les fuites, et combien il était difficile de trouver quelqu'un qui fasse un travail bien fait à un prix juste. Sandro m'écoutait attentivement, ses yeux bruns fixés sur moi, comme si chacune de mes paroles était importante. Ce n'était pas un regard de pitié comme celui que beaucoup jettent aux veuves âgées. C'était un regard de respect. Il avait 34 ans et venait de Labra, une ville à environ 200 km de là. Il m'a raconté qu'il avait perdu son travail dans la construction et qu'il voyageait de ville en réalisant des travaux temporaires pour subsister. « Soyez tranquille madame, je vais vous réparer ce toit comme il faut. Un travail bien fait et garanti, m'a-t-il dit. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai cru à cet instant. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain matin très tôt. Je lui ai proposé de le payer à l'avance en partie, mais il a refusé. Seulement après que vous ayez approuvé le travail. Cette nuit-là, j'ai à peine pu dormir. La maison me semblait moins vide, rien qu'à l'idée que quelqu'un viendrait le lendemain. J'ai préparé la chambre du fond au cas où il aurait besoin de rester quelques jours pour terminer le travail. J'ai préparé un gâteau crémeux à la farine de maïs, de ceux qui fondent dans la bouche, et j'ai sélectionné le café le plus aromatique que j'ai trouvé. Sandro est arrivé exactement à 7 heures du matin. L'arôme du café tout juste préparé flottait dans la cuisine lorsqu'il a sonné à l'interphone. Je l'observais par la fenêtre pendant qu'il ajustait l'échelle et organisait ses outils avec soin. Il avait de grandes mains calleuses, mais manipulait les outils comme s'il s'agissait d'instruments délicats, montrant un vrai respect pour son métier. J'ai préparé un petit déjeuner simple mais soigné. Pain fait maison, gâteau de farine de maïs, fromage offert par ma commère Sefa, et confiture de goyave faite par moi. Je l'ai invité à manger avant de commencer à travailler. Il a hésité, disant que ce n'était pas nécessaire, mais il a fini par accepter. Il a savouré chaque bouchée avec plaisir, louant chaque détail. « Doña Maristla, c'est le meilleur café que j'ai bu depuis des mois », a-t-il dit. Pendant qu'il travaillait sur le toit, je m'occupais de mes tâches dans la maison, cherchant toujours un prétexte pour passer par la cour et observer l'avancement des travaux. Et chaque fois que j'apparaissais, il était là. Il, concentré, en sueur, mais toujours avec un sourire en me voyant. À la fin de la journée, lorsqu'il est descendu de l'échelle, le visage sali par le ciment et les cheveux en bataille, je sentais déjà qu'un changement s'était opéré en moi. « Je vais avoir besoin de quelques jours de plus pour terminer, Madame Maristla, il y a plus de dégâts que prévu », m'a-t-il informé. Je lui ai proposé la chambre du fond pour éviter qu'il cherche un autre endroit où loger. Il a accepté avec gratitude. Et c'est ainsi que tout a commencé. Un homme réparant mon toit, sans se rendre compte qu'il réparait aussi un cœur que je croyais éteint depuis longtemps. Sandro a terminé de réparer le toit au 3e jour, mais il a prétexté qu'il fallait vérifier quelques poutres à l'arrière. Plus tard, il a suggéré qu'il serait prudent de vérifier également les gouttières. Je savais qu'il inventait des excuses pour rester plus longtemps, et au fond de mon cœur, je le désirais aussi. La maison devenait plus joyeuse en sa présence. C'était agréable d'entendre d'autres pas que les miens, d'avoir quelqu'un avec qui converser pendant les repas. Nous avons commencé par des conversations banales, tu sais. Je complimentais le café fort qu'il préparait tôt le matin. Il disait que les hommes qui travaillent avec le ciment ont des mains habiles, capables de ressentir les choses. Nous partagions des histoires comme si nous nous connaissions depuis des années. Il m'a raconté son enfance difficile, le départ précoce de son père, comment il avait appris à travailler dans la construction étant encore jeune. Il a parlé de ses rêves d'avoir un jour sa propre maison,
de son désir d'avoir une famille, quelque chose qu'il n'avait jamais pu réaliser à cause de sa vie sur la route. Je lui ai parlé de Tonino, de ma vie de veuve, du départ de mes filles. Je lui ai montré les vieilles photos dans l'album à couverture en cuir, les broderies que je créais pendant mes nuits d'insomnie, le potager qui était ma fierté. Et pendant que je parlais, Sandro me regardait dans les yeux avec une véritable attention. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui attend que tu termines pour parler de sa propre vie. C'était le regard de quelqu'un qui est là, présent, absorbant chaque mot. Une semaine après son arrivée, nous étions assis sur le perron en train de déguster une tisane à la camomille lorsqu'il m'a pris la main. C'était un geste si simple, mais il a fait battre mon cœur à toute allure, comme si j'étais une adolescente à nouveau. Sa main était chaude, rugueuse, et tenait la mienne avec une telle délicatesse que j'en ai pleuré malgré moi. « Donna Maristla, dit-il à voix basse, vous êtes la femme la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. » Ce fut le commencement, un début qui n'était pas prévu. Ce n'était pas intentionnel, mais cela semblait aussi inévitable que le lever du soleil chaque jour. En peu de temps, il s'est installé définitivement dans la petite chambre du fond, même s'il passait la plupart du temps dans la maison principale avec moi. Nous partagions des moments devant la télévision, à entretenir le jardin et à aller au marché. Il m'a appris à préparer du riz à la minera, avec de l'ail doré. Je lui ai appris à faire de la confiture de citrouille à la noix de coco. Mais ce que nous n'avons pas perçu, c'est que nous étions sous l'œil attentif de la ville. Il a suffi que les voisins voient Sandro sortir de chez moi 2 fois par semaine pour que les rumeurs à Bonfim-d'Ossul se propagent comme un serpent prêt à attaquer. Au début, ce n'était que des chuchotements à notre passage. Puis c'est devenu des ragots ouverts. Maristla veut un petit-fils à tout prix, ai-je entendu dire Madame Odette à la boucherie de Juvénal, riant à haute voix pour que tout le monde l'entende. C'est une honte qu'une femme de son âge soit avec un gars si jeune. Et quand je suis entrée, tout le monde s'est soudainement tu, comme si je n'avais rien entendu. Dans la petite épicerie du coin, Teresa, qui était ma camarade d'école, m'a attrapé par le bras et m'a exprimé son inquiétude. « Maristla, ce garçon ne s'intéresse qu'à ton argent. Fais attention, femme. » Je lui ai répondu que je n'avais pas d'argent, seulement ma modeste pension et la maison que m'avait laissée Tonino. Elle a secoué la tête comme si j'étais une enfant têtue. À l'église que je fréquentais tous les dimanches depuis plus de 40 ans, le banc sur lequel je m'asseyais a commencé à se vider de chaque côté. Les dames du groupe de prière ont cessé de m'inviter aux réunions, et le pire, ce fut quand le père Anselmo, pendant le sermon du dimanche, a évoqué des comportements inappropriés pour l'âge, en me regardant directement. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle atteigne Sao Paulo. Mes 2 filles, qui oubliaient souvent mon anniversaire, sont apparues soudainement un vendredi après-midi, avec le visage de celles qui viennent régler un grave problème. Solange est entrée en parlant fort, voulant savoir où était le profiteur. Patricia, plus calme, mais avec les yeux pleins de reproches, s'est assise avec moi dans la cuisine. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Tout le village en parle. C'est une honte pour toute la famille. » Solange. Elle allait et venait en fouillant dans mes affaires comme si elle cherchait des preuves d'un crime. Cet homme va te prendre tout ce que tu as, tu ne t'en rends pas compte. Patricia pleurait comme si j'étais sur le point de mourir. Maman, on est inquiète. Tu as déjà un certain âge et ce garçon est très jeune. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir d'une femme de 61 ans? Réfléchis bien, ça n'a pas de sens. Je les ai simplement écoutées. Je leur ai permis de dire tout ce qu'elles avaient à dire. Lorsqu'elles ont terminé, je les ai regardées toutes les 2 et je leur ai dit calmement. Vous êtes parties et m'avez laissée ici seule pendant des années. Et maintenant vous voulez décider de comment je dois vivre ma vie. Vous vous inquiétez tellement que vous n'appelez même pas pour savoir si je suis vivante ou morte. Mais lorsque je trouve quelqu'un qui me rend heureuse, alors vous apparaissez pour me donner des leçons de morale. Elles sont restées sans voix. Solange a quand même insisté, affirmant qu'elle allait parler à un avocat, prétendant que je n'étais pas en état de prendre des décisions. Patricia ne faisait que pleurer davantage. Lorsque Sandro est rentré du travail et qu'il a vu cette scène, il a failli repartir, mais je lui ai demandé d'entrer. « Voici Sandro, » ai-je dit. « Il reste chez moi parce que je le veux, parce qu'il me respecte et me traite bien, ce que beaucoup ne font pas. Mes filles ont passé tout le week-end à essayer de me convaincre de le mettre dehors. Mais elles ne voyaient pas ce que je voyais. Elles ne voyaient pas comment il se levait tôt pour me préparer le petit déjeuner, comment il s'asseyait à mes côtés sur le balcon et me prenait la main avec tendresse. La façon dont il riait de mes vieilles histoires, comme si elles étaient les plus fascinantes du monde. La façon dont il me regardait avec admiration, et non avec pitié, comment il faisait la vaisselle sans que je le lui demande.
La façon dont il m'écoutait vraiment lorsque j'exprimais mes peurs, mes joies, mes souvenirs. Le lundi, après leur départ, en promettant de revenir avec un avocat, j'ai invité Sandro à s'asseoir sur le balcon et je lui ai demandé s'il voulait partir pour éviter plus de complications. Il m'a regardé et m'a répondu. Donna Maristla, je ne partirai que si vous me le demandez, parce que ce que nous avons ensemble vaut plus que n'importe quelle rumeur. Et là, dans cet espace, sous le regard curieux de la voisine Neuza qui faisait semblant d'étendre du linge juste pour espionner, Sandro m'a embrassé pour la première fois. Un baiser tendre, affectueux, qui m'a fait sentir que tout le reste du monde avait disparu. Un baiser qui m'a fait réaliser que j'étais encore en vie, intensément vivante, et que j'avais encore le droit de ressentir, d'aimer et d'être aimée. Ce que personne dans cette ville ne comprenait, c'est que dans l'intimité de notre maison, Sandro et moi étions simplement deux êtres humains qui avaient trouvé une compagnie l'un dans l'autre, alors qu'ils n'avaient plus d'espoir. Deux âmes qui s'étaient reconnues malgré la différence d'âge, malgré les regards désapprobateurs, malgré les conseils moralisateurs. Et ça, ma chère, personne n'avait le droit de le critiquer. Environ 3 mois après que Sandro se soit installé chez moi, j'ai commencé à ressentir des sensations inhabituelles. Au début, je pensais que ce n'était que de la fatigue. Je consacrais plus de temps à la maison, je préparais des repas élaborés tous les jours, et je m'occupais de mon potager avec encore plus d'ardeur. Il était naturel que je sois épuisée, non? Après tout, je ne suis plus jeune. Cependant, peu après, des vertiges persistants sont apparus. Le matin, dès que je posais les pieds par terre, j'avais un besoin urgent de courir aux toilettes. L'odeur du café, que j'avais toujours trouvée si agréable, me provoquait désormais des nausées. Même le parfum des roses que Sandro avait planté dans le jardin, que j'adorais auparavant, commençait à me dégoûter. Ça doit être un virus, disais-je à Sandro, qui m'observait avec inquiétude alors que je pâlissais à chaque tentative de manger. Il me préparait des tisanes de camomille, achetait du gingembre pour que je le mâche, mais rien ne me soulageait vraiment. C'est Sefa, ma commère de toujours, qui a soulevé l'hypothèse que je n'osais même pas envisager. Maristla, as-tu pensé à la possibilité d'être enceinte? M'a-t-elle chuchoté pendant qu'on épluchait des pommes de terre dans ma cuisine. J'ai tellement ri que j'ai failli tomber de ma chaise. Sefa, s'il te plaît. J'ai 61 ans. Cela fait plus de 10 ans que je n'ai plus de règles régulières. Et alors? Ma cousine Jurma a eu un bébé à 54 ans et le médecin lui a dit que c'était parce qu'elle croyait qu'elle ne pouvait plus tomber enceinte et avait arrêté de prendre des précautions. Sefa a continué à éplucher ses pommes de terre comme si elle parlait du sujet le plus banal au monde. Cette suggestion est restée dans mon esprit. Sandro et moi ne prenions pas de précautions. C'était vrai. Pourquoi le faire? À mon âge, je pensais que ce n'était plus une préoccupation. Même Tonino, paix à son âme, ne m'avait pas rendue enceinte durant les dernières années de notre mariage. Pourtant, les symptômes s'intensifiaient. Une vague de chaleur dans la maison. Sandro m'attendait avec un sourire et une assiette de gâteau de maïs fumant. Je me suis assise à la table, j'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. Il a ouvert de grands yeux, est devenu blanc comme de la cire et a fait tomber sa tasse de café par terre. Puis il s'est levé, m'a serré fort dans ses bras et a commencé à pleurer à chaudes larmes. Je ne sais pas lequel de nous deux était le plus sous le choc, lui ou moi. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à bon fimo. Sefa a failli s'évanouir quand elle l'a appris. Ses filles sont restées un moment silencieuses, le temps d'assimiler l'information, puis ont commencé à poser 1000 questions. Les voisins chuchotaient dans la rue, certains félicitaient, d'autres critiquaient, mais moi, je m'en fichais. En moi grandissait chaque jour une force étrange, un mélange de peur et de joie, d'insécurité et d'espoir. J'ai commencé à sentir les premiers mouvements du bébé dans mon ventre. De petits coups de pied, de légers chatouillements, un signe que la vie battait là. Nous avons choisi le nom, Samuel, un nom fort, biblique, qui signifie « entendu par Dieu ». J'ai commencé à préparer le trousseau avec les vêtements que Sefa avait conservés de son plus jeune petit-fils. Ils étaient bleus, mais peu m'importait. Samuel serait aimé, soigné et protégé, quelle que soit la couleur des vêtements. La grossesse n'a pas été facile. L'âge pesait, mon corps me faisait souffrir, la fatigue était constante, mais j'avais une détermination inébranlable. Je voulais offrir à Samuel le meilleur de moi-même. J'ai fait tous les examens, suivi les recommandations médicales, mangé sainement et marché tous les jours. Sandro m'accompagnait partout, me choyait avec une tendresse redoublée. Il lisait des livres sur la grossesse chez les femmes âgées, me faisait des massages aux pieds enflés et me préparait des tisanes pour soulager les nausées.
Mes filles se relayaient pour m'emmener aux consultations et faire les courses. Séfa tricotait des gilets et des chaussons en laine avec tant de soin qu'on aurait dit qu'elle les faisait pour son propre enfant. Et ainsi, entre frayeur, joie et beaucoup d'amour, les mois ont passé. Samuel est né une froide nuit d'hiver, par accouchement naturel, avec 2,8 kg et 47 cm. Un bébé parfait, en bonne santé et plein de vie. Quand je l'ai pris dans mes bras pour la première fois, j'ai ressenti une émotion si forte que j'en ai eu le souffle coupé. C'était comme si ma vie recommençait à ce moment précis. À cet instant, Samuel a apporté une nouvelle lumière à notre famille, un nouvel espoir à nos cœurs. Il était la preuve que l'amour n'a pas d'âge, que la vie trouve toujours un chemin pour fleurir, même quand tout semble impossible. Mon corps présentait des signes inhabituels qui s'écartaient de la normalité, même sous la chaleur caractéristique de l'été à Bonfim-d'Ossul. Une fatigue persistante engourdissait mes jambes comme si j'avais parcouru de longues distances à pied. De plus, mes seins montraient une sensibilité exacerbée, me causant de l'inconfort même au contact de l'eau de la douche. Ces sensations ont ravivé en moi des souvenirs de mes grossesses passées, celles de Solange et Patricia, survenues il y a plus de 3 décennies. Une semaine a passé, et l'incertitude est devenue insupportable. Il me fallait une réponse. J'ai donc décidé de prendre le bus jusqu'au centre de santé San Francisco, situé à l'entrée de la ville. J'ai préféré ce centre à celui du quartier pour éviter les ragots inutiles, étant donné que tout le monde me connaissait dans la région. Donna Rita, l'infirmière en chef, exerçait son métier depuis une vingtaine d'années. Bien que je la connaisse des messes dominicales, nous n'avions pas de lien personnel. En entrant dans son cabinet, elle ajusta ses lunettes et esquissa un sourire accueillant. « Donna Maristla, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui » demanda-t-elle. J'ai hésité un instant avant de lui demander un test de grossesse. Donna Rita, avec un regard interrogateur par-dessus ses lunettes, a laissé échapper un petit rire. « Une bêta-HCG ? Pourquoi faire, Maristla ? J'ai eu des symptômes étranges. Des vertiges, des nausées. Tentai-je d'expliquer, sentant mes joues rougir de honte. À votre âge, ce doit être une labyrinthite ou de l'hypertension. On va d'abord vous prendre la tension, répondit-elle comme si elle parlait à une enfant obstinée. Rita, s'il te plaît, ai-je insisté. Je veux juste faire le test. C'est mon droit, ai-je déclaré fermement en la regardant dans les yeux. Elle a soupiré, avec une expression de quelqu'un sur le point de gérer une personne excentrique, puis elle a rempli le formulaire. Vous devrez aller au laboratoire du centre. Le résultat sera prêt dans 3 jours. Ces 3 jours ont duré une éternité. J'ai gardé le silence avec Sandro et Séfa, évitant de créer de fausses attentes. Le jour venu, je suis retournée au centre, les jambes tremblantes d'anxiété. Donna Rita, en me voyant dans la salle d'attente, m'a appelé directement dans un coin de son bureau. J'ai remarqué un changement dans son attitude. Le sourire moqueur avait disparu. Elle m'a regardé les yeux grands ouverts, comme si elle avait vu un fantôme, et a murmuré « Maristla, tu es enceinte ». Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne sorte de ma poitrine. « Tu es sûre, Rita ? Ce n'est pas une erreur de laboratoire ?» lui ai-je demandé. « Le résultat est très clair », répondit-elle en me montrant un papier rempli de chiffres et de lettres incompréhensibles, mais avec le mot « positif » écrit en grosses lettres. Je suis sortie du centre de santé sous le choc. Le soleil de Bonfim-d'Ossul semblait plus intense ce jour-là, presque aveuglant. Je me suis assise sur un banc de la place et j'ai éclaté en sanglots, sans savoir si c'était des larmes de joie, de peur ou de pur étonnement. Moi, Maristla Fernandez, j'allais être mère de nouveau à 61 ans. La semaine suivante, Rita m'a orientée vers une échographie à la clinique privée du docteur Admar. J'ai utilisé les économies que je gardais sous mon matelas pour éviter la longue attente du système public de santé. J'avais besoin d'une confirmation définitive. Le docteur Admar, un monsieur aux cheveux blancs et au visage paternel, m'a appliqué le gel froid sur le ventre et a commencé l'examen. Je tremblais tellement qu'il a dû me demander plusieurs fois de respirer profondément. « Donia Maristla », me dit-il en tournant l'écran vers moi, « voici votre bébé. D'après la taille, il doit avoir environ 10 semaines. » Sur l'écran, un petit point clignotant, un cœur qui battait, une vie en développement en moi. J'ai fait 2 autres analyses de sang dans des laboratoires différents. Toutes ont confirmé la grossesse. Je ne pouvais plus nier la réalité. Quand je suis rentrée à la maison, Sandro m'attendait avec un sourire et un gâteau de maïs tout juste sorti du four. Je me suis assise à table, j'ai pris une grande respiration et je lui ai révélé la vérité.
Ce jour-là, en rentrant, Sandro était dans le jardin en train de réparer la clôture. Un sourire s'est dessiné sur son visage en me voyant, mais il a vite remarqué que quelque chose avait changé chez moi. Il s'est passé quelque chose, Maristla. Tu es très pâle, m'a-t-il dit. Je me suis assise sur le petit banc du jardin. Je l'ai invité à s'asseoir à côté de moi. J'ai ouvert mon sac et sorti l'enveloppe contenant les résultats des analyses. Sandro, j'ai enfin découvert ce que j'ai, la raison pour laquelle je ne me sentais pas bien, lui ai-je dit. Il m'a pris la main avec inquiétude. C'est grave, a-t-il demandé. Cela dépend du point de vue, ai-je répondu en lui tendant le document. Sandro a regardé le papier pendant un temps qui m'a semblé une éternité. Il est resté silencieux, le regard fixé sur le résultat. Soudain, une larme a coulé sur sa joue, suivie d'une autre. Il s'est agenouillé devant moi, la même sur la terre battue du jardin, et m'a enlacé par la taille, posant sa tête sur mon ventre. « Mon fils » murmura-t-il doucement, la voix brisée par l'émotion. « Mon fils » Je n'avais jamais vu un homme pleurer ainsi, sans pudeur, sans tenter de cacher ses émotions. Il pleurait, enlacé à mon ventre encore plat, comme s'il pouvait déjà sentir la présence du bébé en lui. Après un instant, il a levé son visage humide et m'a regardé avec une joie si intense qu'elle semblait sur le point d'éclater. « Tu n'es pas en colère ni effrayé ?» lui ai-je demandé, sentant mes larmes couler. « Effrayé ? Maristla, c'est le plus grand cadeau que Dieu pouvait m'offrir. Un enfant de toi, de nous deux, a-t-il répondu. Moi aussi, j'ai pleuré, mais pas seulement de joie, aussi de peur. Peur des gens, des remarques malveillantes, des ragots qui circulaient déjà librement et allaient devenir une tempête. Peur de mon âge, de mon corps déjà mûr qui allait porter une nouvelle vie. Peur de l'avenir, de ce que ce serait d'élever un enfant à cette étape de la vie. Pourtant, en voyant Sandro agenouillé, embrassant mon ventre et promettant d'être le meilleur père du monde, quelque chose en moi s'est allumé. La vie, que je croyais m'avoir déjà tout donné, m'emmenait à nouveau sur ce chemin. Un chemin que je n'avais jamais imaginé reprendre. Celui de la maternité à 61 ans, dans une petite ville où tout le monde se connaît et juge. Ce soir-là, alors que nous étions allongés ensemble dans le lit qui auparavant n'était que le mien, Sandro me caressa le visage et me dit « Maristla, que tout le village dise ce qu'il veut, mais cet enfant naîtra entouré d'amour et c'est tout ce qui compte. » J'ai essayé de croire en ses paroles en écoutant le chant des grillons dehors et en sentant la chaleur de son corps contre le mien. Je me suis efforcé de croire que l'amour suffirait à affronter les défis à venir. La nouvelle de ma grossesse s'est répandue à Bonfimdoul plus vite qu'un feu dans un champ de paille sèche. Je ne sais pas comment ils l'ont su. Peut-être que Rita de la station-service a partagé l'information avec quelqu'un, ou peut-être qu'une voisine a vu le résultat du test lorsque Sandro m'a enlacé dans le jardin. Peu importe la raison. Le fait est que, un jour, j'étais encore en train d'assimiler la nouvelle, et le lendemain, tout le village était au courant. Les rumeurs sont devenues des insultes directes. Avant, au moins, ils faisaient semblant de ne pas parler de moi. Maintenant, même plus. Ils me croisaient dans la rue et me tournaient le dos. Certaines personnes traversaient même de l'autre côté comme si j'étais porteuse d'une maladie contagieuse. Un jour, j'étais dans la file du supermarché quand Madame Marline, qui allait à la même église que moi depuis plus de 30 ans, m'a regardé de la tête aux pieds et a dit à haute voix pour que tout le monde entende. Il y a des gens qui n'ont aucune pudeur à un âge où ils devraient être grands-parents, mais veulent se comporter comme des enfants. Je suis restée figée, ne sachant pas comment réagir, les sacs de course à la main et un nœud dans la gorge. Un jour, Neuza, ma voisine, a tout simplement craché par terre quand je suis passée. Elle a craché comme si j'étais quelque chose de répugnant. Cette même Neuza qui partageait autrefois son café à ma table, qui cherchait du réconfort sur mon épaule quand son mari avait des problèmes de santé. Le moment le plus difficile fut à l'église. J'ai toujours été une fidèle dévouée. Je n'ai jamais manqué une messe. J'aidais aux festivités. Je connaissais tout le monde par son nom. En entrant dans l'église, enceinte de 4 mois avec un ventre déjà visible, j'ai perçu les murmures, les gens qui se retournaient pour regarder, les regards désapprobateurs, les rires contenus. Le père Anselmo, récemment arrivé à la paroisse, m'a à peine salué. Pendant l'homélie de ce dimanche, il a parlé des temps modernes et des aberrations que la société tolérait. Il a mentionné que certaines personnes ne respectaient même plus la nature créée par Dieu, et qu'il existait un âge approprié pour être mère. Il n'a pas mentionné mon nom directement, bien sûr, mais tout le monde savait que ces paroles m'étaient destinées. Je suis sortie de l'église avant même la communion, les jambes tremblantes et le cœur brisé. Mes amies, celles que je considérais comme de véritables amies, ont disparu. Le téléphone a cessé de sonner.
Les visites se sont arrêtées. Sefa, ma commère, a été la seule à maintenir le contact. Même elle a montré une certaine hésitation au début. Maristla, es-tu sûre de vouloir traverser tout ça à notre âge? Au moins, elle m'a posé la question sans me juger. La situation s'est aggravée progressivement. Une mère de l'école municipale, où je donnais des cours de soutien en mathématiques aux enfants 2 fois par semaine, a porté plainte auprès de la directrice. Elle a exprimé sa crainte que son fils soit dans la même classe que l'enfant de Maristla, comme si mon bébé, qui n'était même pas encore né, pouvait contaminer les autres enfants avec quelque chose. La directrice Margarida, qui m'avait toujours traité avec gentillesse, m'a convoqué dans son bureau, l'air embarrassé. Madame Maristla, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous preniez un congé jusqu'à ce que la situation se stabilise. Et ainsi, j'ai perdu ce petit travail qui me procurait tant de joie en aidant les enfants avec les chiffres. Mon ventre grossissait au même rythme que le rejet de la ville. Plus ma grossesse devenait évidente, plus les gens s'éloignaient de moi. C'était comme si moi, qui avais toujours fait partie de cette communauté, étais devenue une étrangère du jour au lendemain. Je me souviens d'un après-midi où je suis allée à la pharmacie pour acheter des vitamines prescrites par le médecin, et le pharmacien Tiburcio m'a servi avec une expression aussi sévère que s'il ressentait du dégoût. « Vous devriez avoir honte », a-t-il murmuré en me remettant les médicaments. « Une dame de votre âge. » Je suis rentrée chez moi en pleurant abondamment, sans même voir le chemin. J'ai atteint la maison et me suis effondrée sur la chaise de la cuisine, sanglotant comme une enfant. C'était un cri qui venait du plus profond de mon âme, le cri de quelqu'un qui avait perdu un lieu qui avait toujours été le sien. À ce moment-là, j'ai senti une main dans mon dos. Sandro était rentré plus tôt du travail et avait entendu mes pleurs. Il s'est agenouillé devant moi, m'a pris les mains et est resté là en silence, attendant que je me calme. Quand j'ai finalement pu parler, je lui ai tout raconté. La pharmacie, l'école, l'église, les insultes, les regards fuyants. « Tu veux partir d'ici » m'a-t-il demandé, les yeux pleins d'inquiétude. « On peut déménager, recommencer ailleurs, là où personne ne nous connaît. » J'ai pensé à ma maison, celle que Tonino et moi avions construite, à la cour où jouaient mes filles, aux arbres que j'avais plantés, à toute la vie que j'avais bâtie dans cette ville, et j'ai dit « Non, c'est ma maison, c'est ma terre. Je ne fuirai pas à cause de ragots malveillants. » C'est alors que j'ai vu Sandro esquisser un sourire rempli de fierté. « Alors nous resterons, et nous prouverons à cette ville que ce bébé est le plus beau cadeau que Dieu ait pu nous faire. » À partir de ce jour-là, Sandro a intensifié son travail. Il acceptait des chantiers dans 3 maisons différentes le même jour, partant avant l'aube et rentrant une fois la nuit tombée. Ses mains devinrent encore plus rugueuses, son visage plus brûlé par le soleil. Pourtant, jamais il ne se plaignait, économisant chaque centime. Un jour, il est rentré à la maison avec des planches de bois et des outils. « Qu'est-ce que c'est » lui ai-je demandé. « Je vais construire la chambre de notre enfant », a-t-il répondu comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les week-ends, quand il ne travaillait pas à l'extérieur, il passait ses journées à scier, marteler, assembler. De ses propres mains, Sandro a transformé cette petite pièce vide qui servait autrefois de débarras en un lieu spécial. Il a peint les murs en bleu clair, installé une nouvelle fenêtre donnant sur la cour, et fabriqué un berceau en bois avec un tel soin qu'on aurait cru l'œuvre d'un menuisier professionnel. Il a aussi réaménagé notre jardin, planté plus d'arbres, réparé la clôture, et installé une balançoire suspendue à une branche du manguier. Pour quand il grandira, disait-il les yeux brillants. Chaque soir, avant de dormir, Sandro caressait mon ventre déjà bien arrondi et parlait doucement au bébé. Il lui racontait des histoires, lui faisait des promesses. « Je t'apprendrai à pêcher, à jouer au foot, à réparer des choses. Je serai le meilleur papa du monde pour toi. » Puis il embrassait mon ventre et disait « Merci, mon Dieu, pour ce miracle. » C'était bouleversant de voir cet homme si fort à l'extérieur, faire preuve de tant de délicatesse et d'affection. Lors de mes consultations prénatales à Divinopolis, car je ne me sentais pas à l'aise à Bonfim-d'Ossul, Sandro insistait pour prendre un jour de congé et m'accompagner. Il posait toutes les questions au médecin, notait les recommandations, et me tenait la main pendant les examens. C'était comme si le monde entier nous avait abandonnés, mais que Dieu et Sandro me tenaient la main pour ne pas que je tombe. Dans les moments où je pensais céder, lorsque le poids des regards et des paroles devenait insupportable, c'était Sandro qui me donnait la force. « Ces gens verront bien », disait-il avec une conviction qui m'impressionnait. « Quand notre enfant naîtra, ils comprendront que c'est Dieu qui nous l'a envoyé, et ils devront ravaler tout ce qu'ils ont dit. » Et ainsi, entre les insultes du dehors et l'amour du dedans,
J'ai poursuivi ma grossesse à risque à 61 ans, dans une ville qui ne savait que juger, mais ne comprenait rien au miracle. Ma grossesse n'a pas été facile, comme on peut l'imaginer. Une femme de 61 n'en est pas faite pour porter un enfant, ou du moins, c'est ce que disent les médecins. Pourtant, mon fils et moi avons prouvé le contraire à chaque consultation. Le médecin de Divinopolis secouait toujours la tête, admiratif en analysant les résultats. Vous avez un organisme fort, Madame Maristla, et cet enfant aussi. J'entrais dans le 7e mois avec un ventre énorme, prêt à éclater. Mes pieds étaient tellement enflés que je ne pouvais enfiler que de vieilles sandales. J'avais constamment mal au dos, mais j'étais heureuse. Chaque coup, chaque mouvement du bébé était comme un message divin, rassurant. Tout va bien, Maristla, fais confiance. Sandro faisait preuve d'un soin extrême. Il m'interdisait presque de faire les tâches ménagères, comme nettoyer la maison. Il ne me laissait cuisiner que si j'étais assise. Même étendre le linge était une tâche qu'il insistait pour faire à ma place, en inventant des excuses. Tu dois te reposer, Maristla, et te concentrer sur le bébé. Je me laissais dorloter ainsi, profitant de l'attention et de la tendresse. Séfa venait presque tous les jours, m'apportait des soupes sucrées et restait un moment avec moi pour me tenir compagnie. Elle s'est habituée à l'idée de la grossesse et s'est même mise à tricoter de petits vêtements pour le bébé. S'il s'agissait d'un garçon, il serait bleu, d'une fille, jaune, car elle n'a jamais beaucoup aimé le rose. Au 8e mois de grossesse, j'ai fait un rêve avec Tonino, mon défunt mari. Dans le rêve, il était assis sur le porche, dans son fauteuil à bascule préféré, me souriant. « Prends bien soin de l'enfant, Maristla, il est spécial », m'a dit Tonino dans mon rêve. Je me suis réveillée avec une chaleur au cœur, comme si j'avais reçu une bénédiction. Pourtant, à l'aube suivante a commencé la plus grande épreuve de ma vie. C'était une froide nuit de juillet. Le vent soufflait fort contre la fenêtre et j'avais demandé à Sandro d'ajouter une autre couverture sur le lit. Je dormais profondément, comme le font souvent les femmes enceintes exténuées, quand une douleur si intense me réveilla que je ne pouvais même pas crier. C'était comme si un couteau me transperçait le ventre, me déchirant de l'intérieur. En posant la main sous le drap, je sentis quelque chose de mouillé. En la retirant, je vis qu'elle était couverte de sang, beaucoup de sang. J'ai réussi à appeler Sandro d'une voix faible, presque méconnaissable. Il s'est réveillé aussitôt, comme s'il attendait l'appel. En voyant le sang, il est devenu livide. Mon Dieu, Maristla, le bébé. Il a sauté du lit, enfilé les premiers vêtements venus, et m'a prise dans ses bras comme si je ne pesais rien. Sans même enfiler ses chaussures, il sortit pieds nus, encore en pyjama, moi dans ses bras. Il me plaça avec précaution sur le siège arrière de la vieille voiture qu'il avait récemment achetée à crédit. « Tiens bon, mon amour, tiens bon », répétait-il en conduisant désespérément sur la route sombre reliant Bonfimdo sur la Divinopolis. La douleur venait par vagues, de plus en plus intense. Je pouvais sentir le sang couler et tremper le siège de la voiture. Ma vision commença à se troubler, comme si un brouillard se formait devant mes yeux. Je commençais à avoir froid, bien que la nuit ne soit pas si froide. « Sandro, et si quelque chose m'arrive ?» commençai-je à dire. Il m'interrompit en me regardant dans le rétroviseur, les yeux emplis de panique. « Ne dis pas ça, tout ira bien. Vous allez tous les deux vous en sortir. » Mais je savais que quelque chose de très grave se passait. Mon corps, qui avait déjà connu 2 grossesses des décennies plus tôt, envoyait des signaux d'alerte qu'il ne fallait pas ignorer. Le bébé ne bougeait plus, et la quantité de sang était alarmante. Le trajet jusqu'à Divinopolis prenait normalement 1 heure. Sandro l'a fait en 35 minutes sur cette route sinueuse. Il arriva aux urgences de l'hôpital Santa Clara en faisant crisser les pneus et en klaxonnant sans cesse. Les agents de sécurité se précipitèrent dehors, pensant qu'un ivrogne faisait un scandale. En réalisant la gravité de la situation, ils appelèrent immédiatement les infirmiers, qui m'installèrent sur un brancard et coururent avec moi dans les couloirs blancs et froids de l'hôpital. Sandro suivait derrière. Pieds nus, les pieds sales, le pyjama taché de mon sang, suppliant qu'on sauve son enfant. Je me souviens du docteur Mauricio, un jeune médecin à peine diplômé qui semblait tout juste sorti de la faculté. Il m'examina l'abdomen à l'aide d'instruments et me posa des questions rapides auxquelles je pouvais à peine répondre. Décollement du placenta, l'entendis-je dire à l'infirmière. Il faut opérer immédiatement. On m'emmena directement au bloc opératoire. Tout semblait tourner autour de moi, et les lumières intenses me faisaient mal aux yeux. L'hémorragie était incessante. Sa tension artérielle chute, m'informa Théon.
Avant de m'administrer l'anesthésie, le docteur Mauricio s'approcha. Son jeune visage montrait de la gravité et de l'inquiétude. Il me prit la main et me parla à voix basse, mais avec une clarté implacable. « Doña Maristla, la situation est grave. Le placenta s'est complètement détaché et vous perdez beaucoup de sang. Le bébé souffre, son rythme cardiaque est faible. » Il hésita, se racla la gorge, puis poursuivit. « Compte tenu de votre âge et de votre état, nous faisons face à une décision difficile. Nous pouvons essayer de sauver le bébé ou vous. Les chances de sauver les deux sont minimes. » À cet instant, le temps s'est arrêté. Un choix que jamais une mère ne devrait être contrainte de faire. Une décision impossible. J'ai vu Sandro de l'autre côté de la pièce, retenu par deux infirmiers qui tentaient de l'empêcher d'entrer dans la zone stérile. Il pleurait abondamment en criant mon nom. Notre fils n'avait que 6 mois dans mon ventre, si petit, si vulnérable, mais déjà tellement aimé. Sauvez-le, docteur, articulai-je d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Sauvez mon fils. Il mérite de naître. Moi, j'ai déjà vécu suffisamment. Le médecin tenta d'argumenter. Madame Maristla, vous êtes sûre? Et votre mari? Mon fils, ai-je réitéré, sentant les larmes couler sur mes joues. Sauvez mon fils. C'est la seule priorité maintenant. J'ai vu le docteur Mauricio faire un signe à l'équipe. J'ai vu une infirmière préparer quelque chose dans une seringue. J'ai senti l'aiguille pénétrer dans mon bras et le froid de l'anesthésie se répandre. J'ai commencé à ressentir de la somnolence. Mes dernières pensées, avant de sombrer dans l'inconscience, allèrent vers Sandro et le bébé que je portais. Je pensais aussi à Tonino et aux rêves que j'avais faits. Prends soin de l'enfant, Maristla, il est spécial. J'ai essayé, Tonino. Pensais-je alors que l'obscurité m'enveloppait. Maintenant, c'est aussi ton fils. Prends soin de lui de là-haut. Et j'ai fermé les yeux, convaincu que c'était la fin. Que je ne reverrais jamais le lever du soleil, que je ne sentirais plus jamais l'odeur du café fraîchement préparé le matin, que je n'entendrais plus le chant des oiseaux dans le jardin, que je ne connaîtrais jamais le visage de mon fils, ni ne sentirais sa chaleur dans mes bras. À ce moment-là, j'ai accepté la mort, j'ai accepté de sacrifier ma vie pour la sienne, et j'ai ressenti une immense paix, comme si une légion d'anges m'entourait, me transportant loin de cette froide salle d'hôpital, loin de la douleur, du sang et de la peur. Mon fils vivra, fut ma dernière pensée. Et j'ai souri intérieurement, convaincu d'avoir pris la bonne décision, la seule possible pour une mère. Puis vint le néant, un vide absolu, profond, sans rêve, sans sensation, comme si je m'étais plongé dans un océan. Sombre et silencieux, où même Dieu ne pouvait m'atteindre du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Pourtant, Dieu avait d'autres plans, des plans qu'aucun médecin expérimenté, ni même la personne la plus sceptique, ne pourrait expliquer, car ce qui s'est passé ensuite ne peut être décrit que comme un miracle. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cette obscurité. Cela aurait pu être un instant ou des millénaires. J'étais coupé de tout. Je ne ressentais rien d'autre que ce silence profond, cette immense paix. Je ne sentais pas la douleur, ni aucune sensation physique, juste une appréhension flottante. C'était comme si mon essence s'était dissipée, semblable à un brouillard dans l'air, sans corps ni poids. Soudain, une lumière apparut. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était une clarté qui semblait purifier l'âme. Dans ce centre de lumière, j'ai vu Tonino. Il rayonnait de joie. Il semblait plus jeune que lorsqu'il était mort, sans les marques de soucis qui affligeaient autrefois son visage. Il me tendit la main, comme m'invitant à le suivre. Tonino, ai-je dit, mais aucun son ne sortit. C'était comme si nous communiquions par télépathie. Ce n'est pas encore l'heure, Maristla, dit-il avec sa sérénité habituelle. Ton heure n'est pas encore venue. Tu dois revenir. Il y a des gens qui t'attendent. À cet instant, j'ai senti une force me tirer en arrière, comme si une corde était attachée à ma taille, me ramenant en arrière. La lumière a commencé à s'estomper. Tonino a disparu lentement, et un poids oppressant s'est manifesté, comme si l'on m'avait posé une pierre sur la poitrine. Et puis, soudain, j'ai ouvert les yeux. Le blanc dominait, le plafond, les murs, tout était immaculé. J'ai cru être encore en train de rêver, car la lumière était trop intense et me faisait mal aux yeux. Après avoir cligné plusieurs fois, ma vision s'est ajustée. Peu à peu, j'ai compris que j'étais dans une chambre d'hôpital. J'ai tourné lentement la tête, sentant une douleur aiguë dans le cou, et j'ai vu Sandro, assis dans un fauteuil à côté du lit. Il avait la barbe non rasée, de profondes cernes sous les yeux et les cheveux en bataille.
Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Pourtant, ce qui m'a le plus frappé, c'était le petit paquet bleu qu'il tenait dans ses bras comme s'il était en cristal. J'ai tenté de prononcer quelques mots, mais ma gorge était trop sèche. Je n'ai pu émettre qu'un son guttural, presque un gémissement, mais c'était suffisant. Sandro leva la tête aussitôt, et en voyant mes yeux ouverts, le temps sembla s'arrêter. « Marie, murmura-t-il, craignant que ce ne soit qu'une illusion. « Marie, tu es réveillée. » J'ai réussi à hocher légèrement la tête. Son expression se transforma. Je n'avais jamais vu quelqu'un pleurer ainsi. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais un soulagement si profond qu'il semblait sur le point d'exploser. Les larmes coulaient abondamment sur son visage, mouillant même sa barbe. « Il est vivant, Marie, » dit Sandro en s'approchant avec le petit paquet bleu. « Il est vivant, notre fils. » Il inclina le paquet vers moi, et pour la première fois, je vis le visage de mon fils. Il était minuscule et fragile, avec la peau encore rougeâtre et fripée, les yeux fermés, la bouche de la taille d'un grain de raisin. Quelques mèches de cheveux foncés collaient à sa petite tête. C'était la vision la plus bouleversante que j'ai jamais eue. Le médecin dit qu'il est très fort, continua Sandro d'une voix entrecoupée. Il a pleuré dès sa naissance, même s'il est prématuré. Il a les poumons d'un véritable guerrier. J'ai essayé de parler à nouveau, et cette fois un murmure se fit entendre. Moi aussi, je suis vivante. Sandro s'agenouilla au pied du lit, tenant le bébé d'un bras et ma main de l'autre. Le médecin a dit que c'était un miracle. Marie, tu as perdu tellement de sang que tout le monde pensait que tu ne survivrais pas. Ils ont dû te faire des transfusions. Ton cœur s'est presque arrêté 2 fois pendant l'opération. À ce moment-là, le docteur Mauricio entra dans la chambre. En me voyant éveillée, il s'arrêta net sur le pas de la porte. Stupéfait. Il regarda sa montre comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. « Doña Maristla, » dit-il en s'approchant du lit. « Vous ne devriez pas être réveillée si tôt. »« Le médicament est très fort, docteur, » commenta Sandro avec une certaine fierté dans la voix. « Forte comme notre fils. » Le médecin dirigea un faisceau lumineux vers mes yeux, prit mon pouls et exprima sa surprise d'un hochement de tête. « En toute ma carrière, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil, » admit-il. Madame était dans un état critique il y a moins de 24 heures. Il a fallu lui retirer l'utérus pour arrêter l'hémorragie. Et pourtant, ses chances de survie étaient minimes. Et maintenant, regardez-moi. C'est une œuvre divine, docteur, réussis-je à articuler dans un souffle. Le docteur Mauricio esquissa un sourire sans confirmer ni nier mes paroles. Il était jeune, probablement formé dans une rigueur scientifique qui ne laissait pas de place à la foi en des miracles. Pourtant, moi, j'étais certaine de ce que j'avais vu. Je savais que j'avais frôlé la mort et que l'on m'avait offert une seconde chance. Quant à votre fils, poursuivit le médecin, c'est aussi un cas remarquable. Pour un bébé prématuré de 32 semaines, né dans des circonstances aussi défavorables, il montre une vitalité surprenante. Il n'a même pas eu besoin de ventilation mécanique, ce qui est inhabituel pour un bébé de ce terme. Il ajusta la perfusion dans mon bras et nous informa qu'il reviendrait plus tard pour de nouveaux examens. Avant de quitter la chambre, il s'arrêta à la porte et nous observa. Moi, allongé dans le lit, Sandro agenouillé à mes côtés, et le bébé dans ses bras. Je ne me considère pas comme un homme religieux, dit-il. Mais si dans ma vie, je devais assister à quelque chose qui s'apparente à un miracle, ce serait ce qui s'est produit dans cette chambre au cours des dernières 24 heures. Après son départ, Sandro déposa avec soin notre fils sur ma poitrine. Il était si petit et léger, mais je pouvais sentir sa force. Son cœur battait rapidement contre le mien, comme un petit oiseau effrayé. Sa peau était chaude et douce. J'étais trop faible pour le tenir correctement, mais le simple contact de son corps contre le mien provoqua une transformation intérieure. « Il n'a pas encore de nom, » dit Sandro en s'asseyant au bord du lit. « Je voulais attendre ton réveil pour qu'on le choisisse ensemble. » En contemplant ce petit visage parfait, je sus, sans l'ombre d'un doute, quel serait son nom. « Raphaël, » dis-je, en me souvenant de la lumière, de Tonino, et de mon retour de la mort. « Il s'appellera Raphaël. » Sandro sourit. « Raphaël, » répéta-t-il en savourant la sonorité du nom. « C'est un joli nom. Il a une signification particulière ? » « C'est un nom d'ange, » expliquai-je. « L'ange de la guérison. Il est apparu comme un remède à nos vies. » Je doutais un instant de devoir partager mon expérience de la lumière et la vision de Tonino.
Sandro pourrait croire à un effet secondaire des médicaments ou de l'anesthésie. Pourtant, il se contenta de me serrer la main et dit « Parce que c'est un ange qui vous a ramené à moi ». À cet instant, comme s'il comprenait que nous parlions de lui, le petit Raphaël ouvrit les yeux pour la première fois. Ce n'étaient pas les yeux typiques d'un nouveau-né, flous et vides. C'étaient des yeux qui voyaient, qui comprenaient, des yeux avec leur propre lumière. « Regarde, Sandro », murmurai-je, ému. « Il nous regarde ». Sandro s'approcha et embrassa le front de notre fils. « Bienvenue dans le monde, Raphaël », lui dit-il à voix basse. « Tu nous as bien fait peur, tu sais ? Mais chaque seconde d'angoisse en valait la peine. Tu es notre miracle. » Et ainsi nous étions là, tous les trois. Une famille improbable formée contre toute attente, composée d'une femme de 61 ans qui avait échappé à la mort, d'un homme de 34 ans qui n'avait jamais imaginé devenir père ainsi, et d'un bébé prématuré doté d'une force démesurée pour sa taille. Je suis resté hospitalisé 2 semaines. Chaque jour, un nouveau progrès étonnait l'équipe médicale. « Votre rétablissement est remarquablement rapide », disait l'infirmière lourde, responsable de mes soins pendant les nuits. « Si cela continue ainsi, vous serez bientôt chez vous avec votre fils. » Raphaël resta en couveuse à titre préventif, mais il n'eut besoin d'aucun traitement particulier. Son développement était rapide, il mangeait avec appétit et exprimait ses besoins avec un cri vigoureux. « Cet enfant a une grande envie de vivre », observa la pédiatre, la docteure Carolina, lors d'un examen. Quand enfin nous avons reçu notre sortie, Raphaël et moi, Sandro est venu nous chercher avec une voiture décorée de ballons bleus. Il semblait un homme transformé par rapport à celui qui m'avait emmené à l'hôpital cette nuit angoissante. Il était rasé de près, portait des vêtements neufs et arborait un sourire éclatant. Pendant le trajet de retour à Bonfim d'Ossul, j'ai contemplé le ciel par la fenêtre de la voiture et j'ai murmuré un remerciement silencieux. Pour être en vie, pour avoir mon fils dans les bras, pour avoir un compagnon comme Sandro à mes côtés, et pour avoir reconnu, sans aucun doute, que la vie est infiniment plus mystérieuse et merveilleuse que nous pouvons l'imaginer. En regardant le ciel, j'ai compris. Dieu avait pris une décision me concernant. Il me réservait encore d'importantes missions sur cette terre, et la plus cruciale d'entre elles était d'élever cet enfant qui dormait paisiblement sur mes genoux. Inconscient du fait que sa simple existence représentait le plus grand miracle jamais vu dans cette ville. Revenir à Bonfim d'Ossul avec Raphaël dans les bras, ce fut comme entrer dans une histoire différente. La ville qui m'avait un jour tourné le dos se retournait vers moi, mais avec un nouveau regard. C'était comme si tout le monde avait appris le miracle. Ma quasi-mort à l'hôpital, le bébé prématuré qui avait survécu, les déclarations des médecins disant qu'il n'y avait pas de explication plausible. La nouvelle se répandit aussi vite que l'eau dévalant une pente. Nous avions choisi le nom de Raphaël pour notre fils, un nom angélique. Raphaël, l'ange de la guérison. Et il n'aurait pas pu y avoir de nom plus approprié, car cet enfant avait non seulement guéri ma vie, mais aussi celle de nombreuses personnes dans cette ville. Durant la première semaine après notre retour à la maison, je me sentais encore faible, en convalescence après l'opération. Raphaël était très petit et devait être nourri toutes les 3 heures. En raison de sa prématurité et de la chirurgie, je ne produisais pas de lait, alors nous avons opté pour le biberon. Sandro restait éveillé avec moi la nuit, réchauffait le lait, changeait les couches, et m'aidait à me lever du lit. Il ne voulait pas engager d'aide extérieure. Il affirmait qu'il voulait s'occuper de nous personnellement. Je me souviens de la première visite que nous avons reçue. C'était Sefa, ma commère, qui apportait un gâteau à la carotte encore chaud et un sac rempli de vêtements pour bébé fait de ses mains. Elle entra timidement, comme quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. Mais en voyant Raphaël dormir dans le berceau que Sandro avait fabriqué, ses yeux se remplirent de larmes. « Maristla, c'est le plus beau bébé que j'ai jamais vu de toute ma vie », dit-elle en se couvrant la bouche. Et il l'était vraiment. Bien qu'il soit prématuré, Raphaël était magnifique. Il avait des cheveux noirs et épais, de grands yeux sombres comme ceux de Sandro, et une peau claire qui semblait du velours. Ses petites mains pouvaient entourer entièrement mon doigt. Après Sefa, nous avons reçu la visite de Donia Jurma de la mercerie. Elle apporta un paquet de couches et du lait en poudre. « C'est un cadeau », dit-elle en évitant tout contact visuel, comme si elle était embarrassée. Je savais qu'elle avait été l'une des personnes les plus critiques à propos de ma grossesse, mais maintenant elle était là, offrant des présents, une excuse non exprimée par des mots. Les jours passèrent, et de plus en plus de gens commencèrent à venir chez nous. Ils apportaient de la nourriture, des vêtements pour bébé, des couches, ou venaient simplement voir Raphaël. La curiosité était évidente.
Ils voulaient naturellement voir de leurs propres yeux le bébé miracle né d'une femme de 61 ans. Mais le regard de jugement avait disparu, remplacé par un regard d'émerveillement, d'admiration. Comme s'ils avaient finalement compris que la vie garde des mystères qui échappent à notre compréhension. La transformation la plus remarquable fut celle de mes filles, Solange et Patricia, qui m'avaient prise pour une folle lorsqu'elle avait appris ma grossesse. Maintenant, elles appelaient tous les jours pour savoir comment allait leur petit frère. Patricia fut la première à nous rendre visite, environ 15 jours après notre sortie de l'hôpital. Elle arriva seule, portant un ours en peluche plus grand que Raphaël, et les yeux pleins d'incertitude. Au moment où je plaçais le bébé dans ses bras, je remarquai un changement dans son expression. C'était comme si toutes les critiques, tous les jugements s'étaient évaporés en un instant. Elle tenait son frère avec délicatesse, et lorsqu'il ouvrit les yeux et sembla lui sourire, Patricia éclata en sanglots comme une enfant. « Maman, pardonne-moi » dit-elle entre deux sanglots. « J'ai dit tellement de choses sans réfléchir, j'ai tant jugé, mais il est parfait. » Et là, à cet instant, je sus que j'avais retrouvé ma fille. Solange mit plus de temps à venir. Elle ne se présenta que lorsque Raphaël avait presque 2 mois. Elle vint avec son mari et ses 2 enfants, mes petits-enfants, que je connaissais à peine. C'était la première fois depuis près de 3 ans qu'elle posait le pied dans ma maison. Elle arriva sérieuse, formelle, comme si elle accomplissait un devoir professionnel. En voyant Raphaël, elle s'arrêta à la porte pour l'observer. Le bébé avait déjà pris pas mal de poids. Il tenait sa tête droite et reconnaissait les voix. Il la regarda avec ses grands yeux curieux et émit un son doux, comme s'il disait « bonjour ». À ce moment-là, la barrière se brisa. Solange s'approcha, le prit dans ses bras et le serra contre elle comme si elle serrait le monde entier. « Il a tes yeux, maman », dit-elle à voix basse. Et c'était vrai. Même si la couleur de ses yeux venait de Sandro, le regard, l'expression était identique au mien, comme s'il avait hérité du meilleur de chacun de nous. Pendant ce temps, Raphaël continuait de grandir, fort et en bonne santé, au grand étonnement des médecins. Chaque consultation suivait le même schéma. Cet enfant a une vitalité impressionnante. Le docteur Mauricio, qui avait assisté à l'accouchement, disait qu'il était difficile de croire que ce bébé était né si prématuré et dans des conditions aussi critiques. La plus grande surprise de toute survint lorsque Raphaël eut environ 5 mois. Nous étions à la maison, un dimanche après-midi, lorsqu'on frappa à la porte. C'était le père Anselmo, le même qui avait dénoncé les aberrations modernes dans son sermon. Il était seul, tenant un paquet enveloppé dans du papier bleu. « Madame Maristla » dit-il avec hésitation. « Je suis venu rencontrer l'enfant et lui apporter un cadeau. » Je l'ai invité à entrer, même si j'avais encore le cœur blessé par la façon dont il m'avait traité. Sandro était dans la cour en train de réparer le poulailler, et il entra dans le salon avec une expression hostile en voyant le prêtre. Mais je lui ai fait un signe pour qu'il se calme. Le père Anselmo s'assit au bord du canapé, tenant le paquet sur ses genoux comme s'il avait peur qu'il explose. Je suis allé chercher Raphaël, qui venait de se réveiller de sa sieste. Il riait déjà à gorge déployée, reconnaissait les gens et tendait les bras pour qu'on le prenne. Quand le père vit l'enfant, quelque chose le bouleversa profondément. Il pâlit comme s'il avait vu un spectre. Il alternait son regard entre Raphaël, moi, Sandro, et encore Raphaël. « Est-ce que je peux le prendre ?» demanda-t-il d'une voix presque méconnaissable. Avec beaucoup de précaution, je déposai le bébé dans ses bras. Raphaël, curieux, regarda le prêtre, esquissa un sourire et tendit sa petite main pour toucher son visage. Et alors, le père Anselmo fit quelque chose d'impensable. Il pleura abondamment, comme un enfant, sans aucune honte, là devant nous. Entre ses sanglots, il dit « Je suis venu demander pardon pour les paroles que j'ai prononcées, pour les pensées que j'ai eues. J'ai jugé ce que je ne comprenais pas, et Dieu m'a montré à quel point je me trompais. » Il raconta qu'au cours d'une visite à un ami prêtre à Divinopolis, il avait entendu parler du miracle survenu à l'hôpital Santa Clara, une femme de 61 ans et un bébé prématuré qui, en théorie, n'aurait pas dû survivre. En découvrant que j'étais cette femme, il dit avoir senti comme un coup divin qui l'avait frappé de plein fouet. « Cet enfant est un cadeau », affirma-t-il en regardant Raphaël avec révérence. « Et j'aimerais le baptiser, si vous me le permettez. Ce serait un grand honneur. » Nous avons accepté immédiatement. Le baptême de Raphaël devint l'événement le plus marquant jamais vu à Bonfim d'Ossul. L'église était pleine, avec des gens entassés jusque dehors. Ceux qui auparavant m'ignoraient voulaient maintenant être parrains, toucher le bébé, faire partie de cette histoire.
Et vous savez ce que proclama le père Anselmo durant la cérémonie? Que Raphaël était venu transmettre une leçon à toute la ville, que nous ne devons pas juger ce que nous ne connaissons pas, que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, et que le véritable amour transcende l'âge. Au moment où il versa l'eau bénite sur la tête de mon fils, la cuve baptismale déborda, déversant l'eau en abondance. Encore aujourd'hui, les habitants de Bonfim racontent avoir vu l'eau briller d'une manière singulière au contact de la tête de Raphaël, et que l'église fut imprégnée d'un parfum floral inexplicable. Le temps a continué sa course. Raphaël a grandi fort et intelligent, apprenant à marcher précocement. À 10 mois, il faisait déjà ses premiers pas en tenant la main de Sandro. Ses premiers mots arrivèrent plus tôt que chez la plupart des enfants, papa et maman, en nous désignant. À 1 an à peine, il articulait déjà de petites phrases, au grand étonnement de tous. Aujourd'hui, à 11 ans, il incarne la joie dans nos vies. Il court dans la cour comme s'il avait des ailes aux pieds. Il grimpe aux arbres avec l'agilité d'un singe et élève des oiseaux dans des boîtes à chaussures. Il a une connexion particulière avec les animaux, même les plus craintifs s'approchent de lui. À l'école, il est le meilleur élève de sa classe, surtout en mathématiques. Mais ce qui impressionne le plus chez Raphaël, c'est son regard, une lumière qui semble contenir le soleil, et les gens, ceux-là même qui se moquaient de moi, me tournaient le dos, m'insultaient, me traitent désormais avec respect et m'appellent Donna Maristla. Les mères demandent que Raphaël joue avec leurs enfants, disant qu'il est une influence positive. Les anciens de la place espèrent qu'il s'assoie pour écouter leurs histoires, car ils disent qu'il écoute comme personne. Même le père Anselmo, devenu notre ami, affirme que Raphaël a un don spécial pour consoler les gens. Récemment, Neuza, la voisine qui avait craché au sol en me voyant passer, est venue me chercher. Raphaël a eu l'occasion de visiter sa maison pour apprendre à son petit-fils à construire une petite niche pour son chien. Évidemment, il a accepté l'invitation, et en revenant, il nous a dit que Donna Neuza faisait le meilleur pain au fromage qu'il ait jamais goûté. C'est dans ce contexte que les choses ont commencé à changer. L'enfant qui était autrefois une source de honte est devenu une source d'admiration, non seulement pour moi et Sandro, mais pour toute la communauté. Les mêmes personnes qui me traitaient de folle s'adressent maintenant à moi comme à une mère, avec respect dans leur voix. Et quand je marche dans la rue avec Raphaël, il n'est pas rare que quelqu'un s'arrête pour demander la bénédiction de l'enfant. Comme je le dis toujours, les plans de Dieu sont parfaits, et parfois, il utilise les chemins les plus improbables pour nous offrir les plus grandes bénédictions. La vraie vie ne ressemble pas au film où un miracle mène inévitablement à un conte de fées. Malgré le changement dans la manière dont la ville me voyait, et même avec l'immense joie que Raphaël me procurait, nous faisions toujours face à d'innombrables défis. Élever un enfant après 60 ans n'est pas une tâche facile. Ce serait malhonnête de dire le contraire. Il y avait des jours où mon corps ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme de cet enfant. Lorsqu'il a commencé à ramper, mon Dieu, c'était comme s'il avait un moteur intégré dans les jambes. Il suffisait que je tourne le dos un instant pour qu'il soit déjà sous la table ou en train d'essayer de grimper à l'étagère. Sandro a continué à travailler dur. Il a décroché un emploi stable chez l'entreprise de construction Nova Horizonte, responsable de la construction des nouveaux bâtiments près de la gare routière. Il quittait la maison avant l'aube et revenait le dos courbé par la fatigue. Pourtant, jamais il ne s'est plaint. En rentrant, bien qu'épuisé, il trouvait encore l'énergie de jouer au ballon avec Raphaël dans la cour, de lui lire des histoires avant de dormir, et de m'aider dans les tâches ménagères. Sandro a fêté récemment ses 45 ans. Ses tempes commencent à se parsemer de cheveux gris, ce qui lui donne un charme particulier. Ses mains sont toujours calleuses à force de travail, mais ce sont les mains les plus douces que j'ai jamais connues. Il me regarde encore comme il le faisait au premier jour, lorsqu'il réparait mon toit, comme si j'étais la chose la plus précieuse du monde. Bien sûr, tout n'est pas harmonie parfaite. Nous nous disputons comme n'importe quel couple. Il y a des jours où il rentre tard du travail et je suis déjà de mauvaise humeur. Des jours où je critique le désordre qu'il laisse dans le garage, avec des outils éparpillés partout. Des jours où il se fâche parce que je gâte trop Raphaël ou parce que j'insiste à faire des choses que le médecin m'a recommandé d'éviter. Mais les désaccords ne détruisent pas le véritable amour. Après la tempête, nous retrouvons toujours le chemin de ce qui compte vraiment. Sandro me traite comme si j'étais un objet en cristal, un cristal obstiné, comme il le dit lui-même. Il plaisante en disant qu'il n'a jamais vu un cristal avec autant d'opinions. Notre routine est simple, mais remplie de petites joies. Je me lève avant eux et prépare le café. J'apprécie ce moment de solitude dans la cuisine, en écoutant les oiseaux dehors et en sentant l'arôme du café fraîchement préparé. Quand j'ai le temps, je fais un gâteau de maïs ou du pain au fromage.
Ensuite, je réveille Sandro, qui me demande invariablement 5 minutes de plus, avant de sortir du lit, les cheveux en bataille. Raphaël, quant à lui, se réveille tout seul. On dirait qu'il a un réveil interne. À 7 heures pile, il est déjà dans la cuisine en pyjama, les cheveux en l'air, réclamant son lait au chocolat. Chaque matin commence avec l'agitation de mon petit-fils, qui me raconte ses rêves, me détaille ses projets de la journée, et me bombarde de questions, auxquelles je ne sais pas toujours répondre. Puis, Sandro part travailler, Raphaël part à l'école, et moi je m'occupe des tâches ménagères. Je ne peux plus suivre le même rythme qu'avant. Me pencher pour nettoyer sous les meubles est devenu impossible, mais je continue à m'occuper de l'essentiel. Je prends soin du potager, qui comporte maintenant même des fraises que Raphaël a plantées. Je m'occupe des poules, ramasse les œufs, et prépare le déjeuner avec les produits frais du jardin. La maison retrouve une énergie vibrante quand Raphaël revient de l'école. Il invite souvent des amis à jouer dans la cour, invente des histoires avec ses jouets, gribouille des dessins et réalise des expériences trouvées sur Internet. La curiosité de cet enfant est admirable. Il veut comprendre comment tout fonctionne, l'origine des choses et leur destination finale. Sandro rentre en fin d'après-midi, prend une douche revigorante pour dissiper la fatigue, puis nous rejoint pour dîner. C'est, sans aucun doute, mon moment préféré de la journée. Tous les trois réunis à table, partageant les événements du jour, riant des bêtises de Raphaël, planifiant le week-end. Ensuite, Sandro aide Raphaël à faire ses devoirs, surtout en mathématiques, matière dans laquelle il excelle. Notre maison reste modeste, avec les murs bleus légèrement délavés et la cour luxuriante remplie d'arbres fruitiers. Nous avons des poules, un chien sans race nommé Fumasa, que Raphaël a trouvé abandonné dans la rue, et un chat noir appelé Sombra. L'arôme réconfortant du gâteau de maïs flotte presque toujours dans l'air, se mêlant au parfum des que j'ai planté à l'entrée. Le week-end, nous recevons souvent des visites. Mes filles viennent plus régulièrement ces derniers temps. Solange amène mes petits-enfants, qui adorent jouer avec leur petit-oncle. Patricia, qui n'a jamais voulu d'enfant, endosse fièrement le rôle de tante, dorlotant Raphaël et l'emmenant en promenade. Il est remarquable de constater comment sa naissance a renforcé les liens familiaux. Mon amie Sefa continue de nous rendre visite presque tous les jours pour prendre le café. Elle apporte des biscuits à la fécule, sachant combien Raphaël les aime. Bien qu'elle ait vieilli et ait du mal à marcher, elle n'a rien perdu de sa joie contagieuse ni de son goût pour une bonne conversation. C'est cet enfant qui me maintient en vie, dit-elle toujours en montrant Raphaël. La vie n'est bien sûr pas exempte de défis. Il y a des jours où je ressens des douleurs articulaires, des jours où la fatigue menace de m'abattre. Il m'arrive de m'inquiéter pour l'avenir. Après tout, j'ai déjà 72 ans. Combien de temps me reste-t-il pour voir grandir mon fils? Aurai-je la chance de connaître les petits-enfants que Raphaël m'offrira un jour? Mais alors, je regarde par la fenêtre et je vois Sandro enseigner à Raphaël comment réparer un vélo. J'observe les grandes mains calleuses du père tenant les petites mains encore délicates du fils, lui montrant comment manier les outils. J'entends les rires des deux si semblables résonner dans la cour. Et je me dis que même si je ne suis pas là pour voir tout cela, je sais que mon fils ira bien. Il a le meilleur père que j'aurais pu choisir pour lui. Solange m'a demandé un jour si je ne regrettais pas. Si élever un enfant à ce stade de la vie n'était pas un trop grand sacrifice. Je lui ai répondu que le véritable sacrifice, c'est de vivre sans amour, sans but. C'est se réveiller le matin et ne pas trouver la motivation de se lever. C'est regarder vers l'avenir et n'y voir que de la solitude. Ça, c'est un sacrifice. Parce que Raphaël, même dans les jours les plus difficiles, même quand il teste ma patience comme seuls les enfants savent le faire, représente la plus grande joie que j'ai jamais connue. Chaque nouvelle découverte de sa part est aussi la mienne. Chaque réussite, depuis ses premiers pas jusqu'à ses succès scolaires, m'inonde d'une joie immense. Et Sandro, il est le compagnon que je n'aurais jamais imaginé trouver pour ce voyage. Notre amour est né de l'adversité, nourri par la gratitude, la patience, et la conviction que chaque instant partagé est un cadeau précieux, immunisé contre les banalités. On nous observe encore dans la rue, mais désormais avec un regard différent. Voilà la famille de Donna Maristla, chuchote-t-il. Famille. Un mot que je pensais ne plus jamais pouvoir associer à mon nom. Un jour, assise sur la véranda, je regardais Raphaël jouer avec Fumasa. Sandro me rejoignit et entrelaça ses doigts aux miens, en silence, contemplant notre fils explorer la cour, baigné par le soleil de l'après-midi et bercé par le chant des cigales. « À quoi penses-tu » me demanda-t-il après un moment. Je réfléchissais au tournant de la vie,
à la façon dont je croyais avoir tout vécu, et que je n'attendais plus que le temps passe. Et puis tu es apparu sur le marché, avec cette échelle sur le dos, ai-je conclu. Il sourit en me serrant la main. Je remercie Dieu tous les jours pour ce toit abîmé, répondit-il. Voilà notre réalité. Une maison simple, des poules dans la cour, l'odeur du gâteau de maïs flottant dans l'air, et les histoires imaginaires de Raphaël résonnant dans les pièces. Nous avons un amour qui a défié les conventions sociales, un enfant considéré comme un miracle par la médecine, et la certitude que le bonheur ne s'épuise jamais. Et ça, ma chère, c'est la véritable richesse. C'est ça, le véritable miracle. Parfois, ma fille, je m'assois dans le fauteuil à bascule du Porsche. Je contemple le ciel étoilé de bons films d'Ossule et je m'émerveille devant les mystères de la vie. Jamais je n'aurais imaginé qu'à 61 ans, alors que je croyais avoir vécu tout ce que la vie avait à offrir, Dieu me donnerait un nouvel amour et un enfant. Cette histoire n'est pas une fiction, mais ma vie. Une vie qui a changé radicalement quand je m'étais résignée à simplement laisser passer le temps. Une vie qui s'est remplie de couleurs vibrantes alors que le monde me disait de me contenter du monochrome. Beaucoup renoncent au bonheur parce qu'ils pensent que l'âge le leur interdit. Des gens emprisonnent leurs rêves parce qu'ils croient que le moment de les réaliser est passé. Des individus se résignent au jugement des autres en croyant que certaines expériences ne sont plus adaptées à leur âge. Mais moi, je me demande, qui a décidé qu'il y avait une limite d'âge pour le bonheur? Qui a décrété que notre voyage a une date de péremption pour recommencer? Qui a déterminé qu'après 60 ans, la vie se réduit à une phase complémentaire, une salle d'attente? Regarde-moi. À 61 ans, alors que beaucoup de femmes de mon âge se consacrent au tricot en attendant la visite de leurs petits-enfants le dimanche, moi, j'étais enceinte. Je découvrais un nouvel amour. Je faisais face à toute une société pour défendre mon droit au bonheur tel que la vie me l'avait offert. Ça n'a pas été facile, tu t'en doutes. Il y a eu des larmes, des peurs, des regards de reproche, et des moments où j'ai cru que j'allais succomber. Pourtant, aujourd'hui, en repensant au passé, je ne changerai absolument rien. Absolument rien n'a été en vain, parce que chaque larme versée, chaque insulte reçue, chaque porte qui m'a été fermée m'a conduite jusqu'à ce moment précis. Me voici. Une femme de 72 ans qui peut affirmer, le cœur débordant de joie, qu'elle a trouvé le véritable bonheur. Pas un bonheur superficiel ou résigné, comme ceux qui se contentent de peu. Mais un bonheur vibrant, intense, qui me réveille chaque matin avec une immense envie de voir le soleil se lever, d'entendre mon fils m'appeler « maman », de sentir la chaleur de l'étreinte de Sandro lorsqu'il rentre du travail. Hier même, Raphaël est rentré de l'école rayonnant. Rayonnant parce que sa maîtresse lui avait demandé d'écrire une rédaction sur son héros. Et sais-tu qui il a choisi? Moi, sa propre mère. Il a écrit que je suis une héroïne pour avoir donné ma vie pour lui, même avant de le connaître, pour affronter le monde chaque jour avec un sourire sur le visage, même quand mes articulations me font mal, même quand mon corps est épuisé. Il m'a remis la rédaction, et en la lisant, il m'a regardé avec ses yeux brillants qui semblent contenir toutes les étoiles du firmament et il m'a dit « Maman, je suis l'enfant le plus chanceux du monde. Pourquoi Dieu t'a-t-il choisi pour être ma maman ?» Je suis restée sans voix, totalement muette. La seule chose que j'ai pu faire, c'est prendre mon fils dans mes bras et pleurer, pleurer abondamment, car à cet instant, j'ai pleinement compris le sens de tout ce que j'avais vécu. J'ai compris pourquoi j'étais revenue du seuil de la mort sur cette table d'opération. J'ai compris pourquoi Tonino était venu dans la lumière pour me renvoyer ici. On passe notre vie à croire qu'on sait ce qui est bon pour nous. On fait des plans, on se fixe des objectifs, et on se sent frustré lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais parfois, rarement, la vie nous offre une surprise si grande, si inattendue, qu'on en est saisi d'un émerveillement silencieux face à la sagesse divine. Malgré toutes les difficultés, toute la douleur, tous les préjugés auxquels j'ai dû faire face, aujourd'hui je peux regarder n'importe qui dans les yeux et affirmer « ça en valait la peine ». Chaque seconde en valait la peine. Parce que le rire de mon fils quand il joue dans la cour, l'étreinte de Sandro lorsque je rentre épuisée du marché, la maison remplie de joie les dimanches avec mes filles et mes petits-enfants, tout cela n'a pas de prix. J'ai été témoin de la façon dont toute une ville s'est transformée grâce à notre amour. J'ai vu des personnes qui me jugeaient venir me demander pardon, les larmes aux yeux. J'ai été témoin d'une transformation non seulement dans ma propre vie, mais aussi dans celle de tant d'autres autour de moi. Le père Anselmo, celui-là même qui m'avait durement critiqué dans son sermon, est aujourd'hui l'un des plus fervents défenseurs de l'idée que l'amour n'a pas d'âge. Il utilise même notre histoire comme exemple dans ses homélies dominicales. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, dit-il souvent, et parfois,
il utilise les chemins les plus inattendus pour nous enseigner ce qu'est le véritable amour. Alors si un jour quelqu'un ose te dire que ton temps est passé, qu'il est trop tard pour être heureuse, que tes rêves sont des bêtises à ton âge, regarde-moi et raconte mon histoire. Dis que tu connais une femme qui, à 61 ans, a trouvé le véritable amour et a eu un fils qui est son miracle. Dis que cette femme, au lieu de se cacher honteusement quand tout le village la jugeait, a levé la tête et a continué d'avancer. Dis que cette femme, face à la terrible décision entre sa vie et celle de son fils, n'a pas hésité une seule seconde. Et dis aussi que cette femme, par un mystère que même les médecins ne peuvent expliquer, a survécu pour raconter son histoire. Aujourd'hui, on m'appelle « maman », avec fierté et tendresse. Les mêmes personnes qui m'ont traité de folle, d'irresponsable, de honte pour la communauté, me regardent aujourd'hui avec respect, non pas parce que j'ai changé pour leur plaire, mais parce que j'ai suivi mon cœur, même quand tout le monde disait que j'avais tort. Séfa, ma grande amie, appelle toujours Raphaël l'enfant du miracle, et je partage cette vision. Pourtant, le miracle dépasse sa naissance forte, sa survie contre toutes les attentes. Il ne se limite pas à ma propre survie, à une opération jugée mortelle par les médecins. Le véritable miracle réside dans la transformation, dans la victoire de l'amour. Les cours. Il a crié « Papa !» en me voyant, a fait un signe de la main et a continué à courir, riant aux éclats. Ce simple geste, ce cri sincère, résume tout pour moi. Cela me rappelle pourquoi chaque nuit blanche, chaque journée de dur labeur, chaque préjugé enduré, ont valu la peine. Ce que j'ai avec Maristla n'est pas une histoire de conte de fées. C'est une histoire de réalité brute, de défis quotidiens, de sacrifices réels. Mais c'est aussi une histoire d'amour véritable, de rédemption et de miracles silencieux. Nous avons construit, pierre après pierre, une vie que beaucoup considèrent improbable. Une vie que moi-même, autrefois, n'aurais jamais cru possible. Et pourtant, chaque jour, je me réveille aux côtés de cette femme forte et merveilleuse, et je vois notre fils vif, curieux, généreux et je me dis, oui, Dieu savait ce qu'il faisait. Et s'il m'était donné de tout recommencer, je le referais. Absolument tout. De classe. En me voyant, il s'est précipité pour me faire un câlin avant de reprendre sa course. Il est à l'âge charnière entre l'enfance et la préadolescence. Il a pratiquement atteint ma taille. Il grandit vite et montre une intelligence remarquable. Il obtient d'excellentes notes et a été récompensé aux Olympiades de mathématiques l'année dernière. Il a un talent pour le football supérieur à celui de nombreux garçons plus âgés, et il s'intéresse aussi à la musique. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est son caractère. C'est un enfant respectueux, gentil, qui n'a pas honte d'aider aux tâches ménagères et qui traite sa mère comme une reine. Aujourd'hui, chaque fois que Raphaël m'appelle « Papa », je comprends vraiment ce que signifie le mot but. Quand je sors du travail épuisé, en sueur, le corps douloureux, l'idée de rentrer à la maison où lui et Maristla m'attendent me donne de l'élan. Maristla a 72 ans. Elle reste forte et têtue, tenant la maison d'une main ferme. Elle insiste pour me préparer à manger tous les jours. Même quand je lui dis que ce n'est pas nécessaire. Un homme qui travaille dur a besoin d'un repas copieux, argumente-t-elle. Ses cheveux sont complètement blancs et ses rides plus marquées, mais son regard est toujours celui qui m'a conquis dès le premier instant. La communauté locale s'est habituée à notre union. Au début, nous étions objets de curiosité et de malveillance. Aujourd'hui, on nous traite comme une famille normale. On nous cite même comme un exemple de persévérance et de résilience. Si quelqu'un insinue que j'étais avec Maristla par intérêt, je souris. Les gens pensaient que je convoitais sa richesse. Elle, qui ne vivait qu'avec une modeste pension et la maison simple héritée de son défunt mari. Ils s'imaginaient que je la dépouillerais puis disparaîtrais. 11 ans ont passé, et je suis toujours là. J'ai changé de travail, pas de ville. J'ai construit une famille, je ne l'ai pas détruite. Je l'ai protégée, je ne l'ai pas abandonnée. Ce que nous avons bâti ne se mesure pas en argent, mais en valeur, en persévérance, en cette capacité à encaisser les coups de la vie et à continuer d'avancer. Je vais devoir retourner au travail. Nous construisons le nouveau centre de santé de la ville, juste à l'entrée. J'en suis actuellement le chef de chantier. Je ne porte plus de sacs de ciment sur le dos. J'ai 5 hommes sous ma direction. Certains sont les mêmes qui se moquaient de moi lorsqu'ils ont appris la grossesse de Maristla. Aujourd'hui, ils m'appellent Monsieur Sandro, et viennent me demander conseil quand ils ont des problèmes à la maison. C'est ça, la vie dans un petit village. Les gens jugent vite, mais savent aussi reconnaître leurs erreurs. Le préjugé se transforme en respect quand tu montres, jour après jour, année après année,
que tes sentiments sont sincères. Raphaël fêtera ses 12 ans le mois prochain. On va organiser une petite fête dans notre cour. Rien de grandiose, juste un barbecue avec ses camarades de classe et la famille. Les filles de Maristela viendront de Sao Paulo avec leurs enfants, qui sont plus âgés que Raphaël. C'est devenu une fête que tout le village attend chaque année. Tu veux savoir ce qui est le plus drôle? Les mêmes personnes qui disaient que j'étais avec Maristela à cause de la différence d'âge disent maintenant qu'on forme un beau couple, comme si le temps avait tout rééquilibré. J'ai mûri, je suis devenue plus posée, tandis que Maristela est toujours cette force de la nature. L'amour, mes amis, le véritable amour ne choisit pas l'âge. Il choisit ceux qui ont un cœur prêt à ressentir, le courage d'affronter les regards, les commentaires, la méchanceté. Il choisit ceux qui ont la force de construire quelque chose de solide dans un monde où tout semble jetable. Maintenant, je dois retourner au travail. Les ouvriers doivent déjà être revenus du déjeuner. Je dois superviser le coulage du béton pour le 2e étage aujourd'hui. Mais avant cela, je passerai par l'école de Raphaël pour lui faire une surprise. Il est toujours heureux quand je viens à l'improviste, même s'il est dans cette phase où il commence à penser que ses parents sont ennuyeux. C'est ma vie aujourd'hui. Le travail, la famille, la responsabilité. Bien différent du vagabond qui est arrivé ici avec une échelle sur le dos, sans destination claire. Mais tu sais quoi? Je ne changerai cette vie pour rien au monde. Parce que dans cette vie, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Un endroit à appeler mien. Un endroit où l'on m'aime, non pour ce que j'ai ou ce que je parais, mais pour ce que je suis vraiment. C'est tout.